sur scène. Et pendant qu'elle arrive, vous avez le droit de l'applaudir également. Merci. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Merci de votre intérêt pour cette transformation qui est en route aujourd'hui et dont la ville de demain et d'aujourd'hui a besoin. Donc moi, je vais vous parler d'une réhabilitation lourde en plein cœur de Paris. Donc ça a été vraiment une opération sur mesure, sur un sujet bien précis. Alors, juste quelques mots. Donc, je suis associée de l'agence Studios Architecture. Donc, nous sommes une agence internationale. On a également des bureaux aux États-Unis et on travaille sur du tertiaire, de l'habitation et de l'universitaire depuis déjà des dizaines d'années. Alors, comment ça marche? C'est l'autre. Voilà. Alors, l'idée aujourd'hui, au travers de cette présentation, c'est de vous présenter un peu notre approche architecturale qui regroupe en fait une philosophie un peu holistique qui est d'avoir une intervention sur plusieurs critères pour avoir la réponse sur mesure à la fois à nos clients mais également à la ville. On pense qu'en fait, en tant qu'architecte, on a un devoir de penser le bâtiment au-delà de nos demandes clients, au-delà de leur fournir une réponse. Donc le premier axe, ça va être d'avoir des interventions ciblées. Donc voilà le contexte, voilà le bâtiment que vous voyez à l'écran, au centre. Donc c'est un bâtiment, comme vous pouvez le voir, qui a une signature d'un style des années 80. Hein, on reconnaît un peu ces ouvertures un peu à la meurtrière, assez symptomatiques d'une époque. Donc c'est en réalité 3 bâtiments. Hein. Vous voyez un qui est le long de la rue d'Amsterdam, ici, rue de Milan, ici, et puis il y a un autre bâtiment qui a relié ces bâtiments. C'était l'objet d'une réhabilitation dans les années 90. Et donc la première fois que j'ai visité ce bâtiment, c'était assez étrange parce qu'en fait, il y a des escaliers partout. On a presque tendance à se perdre, mais c'est un petit peu labyrinthique. Donc pour vous donner quand même un peu de contexte, on est dans le 9e arrondissement de Paris, dans un tissu urbain très dense, assez résidentiel et en même temps assez patrimonial. Alors, voilà le bâtiment de l'existant tel qu'on l'a découvert en 2019. Hein. Donc on a bien sûr la façade côté rue d'Amsterdam qui est dans un style post-haussmannien, donc très, très typique d'une architecture parisienne. Et ensuite, côté rue de Milan au centre, donc c'est cette façade voilà, très, très années 80, avec ses ouvertures très verticales, une réminiscence avec ce balcon historique. Hein, c'était un petit peu la signature des ABF à l'époque aussi. Et on retrouve le même style côté cour. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc ces 3 bâtiments. Le bâtiment 1 que vous voyez là, rue d'Amsterdam. Le bâtiment 2 qui est en réalité le bâtiment 50 rue d'Amsterdam. Pardon, bâtiment 1 rue de Milan, 2 rue d'Amsterdam. Et bâtiment 3, le 52 rue d'Amsterdam. Et donc on est dans le quartier Europe. Donc les rues sont en dénivelé. Donc les 3 entrées de ces bâtiments, il n'y en a aucune qui a la même altimétrie. Donc notre première intervention, ça a été déjà de rendre les bâtiments au même niveau, de les rendre plus fluides et complètement accessibles. Voilà, c'était quand même important pour nous d'assainir un petit peu ce contexte. Donc vous avez là à gauche voilà, le bâtiment Milan qui était relié que par des escaliers et Amsterdam avec ces différences de niveau. Donc on a déconstruit ce bâtiment Milan pour le reconstruire en bois. Vous remarquerez qu'on a fait le choix de perdre un niveau. Donc on a perdu des mètres carrés, mais vous verrez tout à l'heure qu'on les a retrouvés par ailleurs. Et on a retravaillé le noyau avec des ascenseurs double entrée pour avoir des niveaux qui soient complètement accessibles. Alors, cette démarche d'accessibilité, ça rentre dans une approche plus globale qui est la réversibilité. Comme je l'évoquais tout à l'heure, notre devoir, c'est vraiment de penser le bâtiment sur du moyen terme, sur du long terme, parce qu'aujourd'hui, on doit une réponse à un client, mais
On ne sait pas ce qui va se passer dans 50 ans. Peut-être que le bâtiment va devenir des logements, des ateliers, ou les deux. Alors on s'est amusé à faire l'exercice sur un niveau, par exemple. Vous voyez, en fait, en jaune, c'est des logements. On a mélangé des logements et des bureaux sur un même niveau, où on s'est dit on pourrait mettre des logements sur un niveau entier et découper le bâtiment à l'horizontale. Enfin, l'idée, c'était vraiment d'avoir un bâtiment qui soit flexible. Et ça, c'est également une réponse qu'on donne ou qu'on propose à la ville. C'est de s'éviter dans 30 ans ou 40 ans des grands travaux et donc des nuisances pour le voisinage. Alors un bâtiment réversible, c'est quoi? C'est de réfléchir sur l'enveloppe, d'avoir des façades qui soient compatibles avec différents usages, de travailler les noyaux, donc les circulations verticales. Voilà, on veut qu'elles soient bien localisées pour être compatibles et servir tous les espaces. Il y a une réflexion également sur la structure. On va être plutôt sur du poteau-poutre que d'avoir des murs porteurs. On évite de séquencer trop l'espace. Et c'est également les hauteurs de dalle à dalle pour que tous les équipements techniques aient la place d'être modifiés suivant les usages. Alors quand on parle d'enveloppe et de façade réversible, voici un exemple. Donc ça, c'est la façade qui a été reconstruite sur la rue de Milan. Donc, pour rappel, c'est bien les bureaux de Google qui sont derrière. C'est pas forcément flagrant, mais c'était une volonté. C'était une volonté aussi dont on a discuté avec notre maître d'ouvrage. Donc on a choisi d'avoir une façade qui soit assez léchée, assez détaillée, avec une écriture contemporaine, mais en même temps qui vienne s'intégrer dans un tissu urbain existant, patrimonial. Donc c'est cette écriture aussi parisienne, donc avec le soubassement, le corps du bâtiment et l'attique. L'autre façade, rue d'Amsterdam, donc bien sûr on l'a conservée, on l'a réhabilitée, on en a profité pour la doubler et donc améliorer l'isolation de cette façade. On a également conservé tous les châssis. En fait, c'était des châssis en chêne qu'on a conservés, qu'on a envoyés en ébénisterie. On a modifié le vitrage pour renforcer l'isolation. Donc l'idée, c'était vraiment de minimiser quand même les déchets sur notre intervention. Et bien sûr, on a retravaillé le rez-de-chaussée pour avoir une écriture également assez léchée, qui fasse écho à la façade Milan et qui permette plus de perméabilité avec la rue, avec la ville, avec le quartier. Alors, au cœur de l'îlot, donc on avait cette façade existante à gauche. Et là, dans notre démarche, c'était vraiment de minimiser les déchets, donc de minimiser notre impact carbone. Donc on a conservé au maximum la structure. Donc on a conservé les trumeaux et en même temps, on a souhaité quand même élargir ces ouvertures pour amener un maximum de lumière naturelle dans les espaces pour le confort des utilisateurs, mais aussi réduire les besoins en éclairage et permettre une ventilation naturelle avec en fait, tous les châssis qui sont sur cette façade sont ouvrants. Voilà, vous apercevez également, en fait, on a ouvert également ici un puits de lumière, mais vous verrez tout à l'heure l'intérêt de cet ouvrage. Donc on est passé ici de 47% d'ouverture à 65%. Donc dans l'idée, bien sûr, c'était de conserver le vocabulaire architectural, l'écriture, le détail. Donc on est ici en pierre naturelle, agrafée. Façade Milan, on était en pierre porteuse. Mais là, on a dû s'adapter à notre structure existante. Alors, un autre axe, c'est de revaloriser. Voilà, vous savez qu'aujourd'hui, dans la ville, l'idée, c'est de reconstruire la ville sur elle-même, de réhabiliter, de revaloriser l'existant, le bâti. Et le recyclage, ça s'applique aussi au mètre carré. À la base, ce bâtiment avait 4 niveaux de sous-sol, 52 places de parking. Hein, on se remet dans un contexte. Hein, c'était les années 80. Donc, ces niveaux, en fait, on a conservé uniquement 5 places
de parking, donc qui sont avec des bornes de recharge, évidemment. On a également aménagé des parkings pour les mobilités douces. Et on a amené un grand puits de lumière, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure à l'écran, ici, qui amène suffisamment de lumière naturelle pour qu'on ait d'autres typologies d'espace, le restaurant, une salle fitness, une music room, une salle de lunch. Donc l'idée, c'était vraiment de valoriser ces mètres carrés. Et quand je vous parle du restaurant, voilà ce que ça donne. Voilà le puits de lumière. Donc vous voyez qu'on arrive à des espaces qualitatifs, même en sous-sol. Alors, la revalorisation, une fois qu'on l'a appliquée au mètre carré, on ne peut pas s'empêcher de parler d'économie circulaire, de réemploi, de recyclage et d'upcycling. L'upcycling, ici, pour vous donner un exemple, on l'a appliqué, on s'est servi de la façade existante et de ces plaques de céramique qu'on a conservées, donc on les a déposées, concassées, elles se sont même surtout concassées toutes seules à la dépose, pour ensuite les réinjecter dans le terrazzo ou sur les plans de travail. Voilà, c'est ce que vous voyez à droite. Alors ça s'applique évidemment à bien d'autres matériaux, et cette volonté s'est également appliquée pendant le chantier, puisque dans le cadre de la déconstruction du bâtiment Milan et dans le reste des travaux, on a valorisé 93% des déchets. C'est-à-dire que quand on a déconstruit le béton, on l'a concassé, on a séparé les aciers pour vraiment limiter notre impact carbone. Un autre axe, c'est bien sûr le choix des matériaux, donc d'avoir un choix sensible, qui est toujours dans ce même esprit d'ailleurs de bas carbone et de recyclage. Donc vous voyez ici le bâtiment côté Amsterdam et le bâtiment côté Milan qui a été reconstruit. On a fait le choix de le reconstruire en bois. C'était d'ailleurs une première pour Vinci de reconstruire en bois en réhabilitation. Donc vous voyez en haut à droite là, la couture structurelle entre l'existant en béton et le bois. Et la rationalité, je dirais, en fait, de la structure, en fait, avec ces plateaux et juste l'emprise des poutres en acier. Donc ça, évidemment, ça a plusieurs intérêts. Hein. C'est qu'on a une filière en chantier, on a un chantier propre, une filière sèche, on minimise l'impact, c'est-à-dire que sur le chantier, on n'est plus avec des disqueuses, mais avec des perceuses. Enfin, ça n'a l'air de rien, mais pour les voisins, ça veut dire quelque chose. Vous voyez également, ici, en fait, on a reconstruit la façade Milan en pierre massive, avec un doublage en fibre de bois et un enduit à la chaux, pour avoir une façade perspirante. Ça, c'était dans notre démarche d'être dans une sobriété énergétique et bas carbone. Alors voilà un détail. Alors personnellement, moi j'aime beaucoup cette cage d'escalier qui est toute en bois. C'était vraiment une volonté de notre part et ça n'a pas été simple. Il a fallu discuter avec les pompiers. Enfin, c'était un peu une bataille pour ne rien vous cacher. Mais on a réussi à avoir cette cage d'escalier en bois, donc porteuse, les volets y compris. Alors on a un vernis intumescent, on a tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, les retours qu'on a des utilisateurs, c'est que cette cage d'escalier est quand même très utilisée parce qu'il y a une ambiance, olfactive, il y a une ambiance chaleureuse. Enfin, disons que ça fonctionne en fait, cette approche biophilique qu'on a à la fois sur le principe constructif et aussi sur toute l'architecture intérieure, puisqu'on avait également cette mission d'architecture intérieure, voilà, fonctionne à plusieurs niveaux et touche plusieurs sens. Donc le bois, on le retrouve également dans les espaces de travail. Donc vous voyez là les planchers qui sont porteurs, hein, c'est vraiment le bois structurel. Vous remarquerez également que les plafonds sont assez dégagés d'équipements techniques, puisqu'on a quand même réduit les besoins en énergie, donc ça nous a évité d'avoir trop d'équipements techniques.
et on arrive à avoir ces espaces assez sobres, assez zen. Voilà, on a également les panneaux acoustiques en laine de bois. Alors, sans vouloir être trop technique, on a choisi de vous montrer cette coupe pour différentes raisons. Donc, d'une part, parce qu'on voit ici la structure en CLT. Vous remarquerez également qu'on a la pierre agrafée qui est supportée par la structure bois, ce qui n'était pas une mince affaire. Et les toitures végétalisées. Alors, ces terrasses ici sont entièrement végétalisées. Elles ne sont même pas accessibles. Et vous remarquerez quelques détails également sur la structure. Par exemple, les poutres ici en IPN qu'on a fait retrousser dans le plancher pour éviter d'avoir des retombées de poutres et libérer au maximum l'espace et avoir des hauteurs sous plafond les plus généreuses possibles. Alors, un petit clin d'œil à l'isolation qu'on a sur tous les pignons aveugles et côté intérieur de la pierre massive, donc en fibre de bois, avec un enduit à la chaux. Alors, on était dans une période où il y a un moment, il y a eu une rupture, alors on a failli mettre du liège, le liège qui est également un produit biosourcé assez intéressant en termes d'isolation, et pour finalement revenir à la fibre de bois qui est très performante. Alors le choix des matériaux, ça s'applique également à l'intérieur, hein, puisqu'on avait également, ça faisait partie de notre mission. Donc vous avez par exemple ici des panneaux acoustiques à gauche qui sont en textile recyclé, compacté. Donc ça permet une ambiance acoustique assez efficace. On a également du mobilier qui est ici en PVC recyclé. Vous savez, c'est ces genres d'imprimantes 3D, et puis ensuite on vient mouler cette coque et voilà, on a ces fauteuils. On a des panneaux acoustiques ici qui sont en bouteilles de plastique recyclées. Et bien sûr, le terrazzo voilà, que je vous présentais tout à l'heure. Alors, l'ensemble des matériaux qui a été sélectionné pour cette opération est au minimum A+. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres labels, hein, mais disons qu'on a été assez minutieux dans notre sélection. Alors, un dernier volet, naturellement, ça va être la végétalisation. On en parle beaucoup aujourd'hui. Ça réduit les îlots de chaleur, ça améliore la biodiversité, ça a également un impact de biophilie pour le bien-être des occupants et du voisinage, hein, parce que quand on voit ces deux photos, voilà, quand je faisais les réunions avec les voisins, ils étaient plutôt contents d'avoir un peu de verdure dans leur entourage. Donc vous avez ici le avant-après, le bâtiment Milan ici qui est légèrement plus bas, hein, puisqu'on a perdu un demi-niveau. Et on a ces toitures végétalisées. Alors, initialement, on avait beaucoup d'équipements techniques sur les toitures, et du fait du renfort de l'isolation de l'enveloppe, du plancher bas et des toitures, par ailleurs, on a également raccordé le bâtiment sur les réseaux urbains, CPCU et Fraîcheur de Paris. On a réduit fortement les besoins en équipements techniques et le reste de ces équipements techniques a été transféré au sous-sol. Du coup, on a eu des toitures dégagées et on a pu les végétaliser, les rendre accessibles et également aménager des panneaux photovoltaïques. Ça devient un peu le minimum presque aujourd'hui. Donc on obtient 660 m² de toiture végétalisée, 300 m² de terrasses accessibles et on a 2 murs végétalisés. Donc et on a des épaisseurs, ça va de 60 cm à 30 cm. Enfin, vous verrez là sur ces photos les ambiances qu'on peut avoir. Voilà d'autres vues des terrasses. On aperçoit aussi sur la toiture, on a également un potager, on a même une ruche. Voilà le mur végétalisé et pour
voilà, pour l'anecdote, on a testé ce projet sur le PLU bioclimatique et avec toute cette végétalisation, on n'arrivait pas à atteindre l'indice de végétalisation du bâti. On était bon sur tous les autres critères, sauf celui-ci. On a passé le mot à Emmanuel Grégoire, notamment, qui est venu visiter le bâtiment. Et depuis, ce volet a été revu, mais ça reste un critère aujourd'hui qui est très important pour la ville. Alors, le résultat de toutes ces approches qui sont voilà, architecturales et techniques, c'est qu'on a réussi à dépasser les objectifs du plan Paris Climat 2050. Donc, comme vous le voyez ici, on est même à presque 10% en dessous. Donc, ça passe par plusieurs aspects, bien sûr. Tout à l'heure, on évoquait un peu, monsieur, l'étanchéité à l'air du bâtiment. Donc on l'a fait sur cette opération de réhabilitation. C'est une vraie difficulté sur les réhabilitations, mais je pense qu'on sera amené à le faire de plus en plus, surtout sur les approches passives. Je pense qu'on va réellement y venir avec l'évolution de nos démarches, d'une part, et puis des réglementations. Alors c'est aussi une approche bioclimatique. Là, par exemple, on est sur la partie sud, sur la verrière sud, où on a l'air chaud qui va se créer derrière cette verrière. On a aménagé des clapets sur la partie supérieure parce que l'air chaud remonte naturellement et donc sort et crée un appel d'air en dessous pour créer naturellement un mouvement de convection d'air, donc de ventilation naturelle. Alors comme je l'évoquais tout à l'heure, le bâtiment était déjà historiquement raccordé sur CPCU et on l'a raccordé ici sur Fraîcheur de Paris. Et bien sûr, on a des toitures biosolaires, c'est-à-dire végétalisées avec des panneaux photovoltaïques. Et on atteint presque 10%, on arrive à répondre à quasiment 10% des besoins du bâtiment. Alors, là tout de suite, c'est une slide qui est peut-être un peu moins sympa à regarder, mais tout aussi efficace. En fait, donc notre client, c'était Google, donc qui est aujourd'hui le siège du hub de l'IA. On a énormément travaillé sur la GTB pour vraiment pousser tous les curseurs, mettre des sondes CO2, par exemple, dans tous les espaces et des capteurs un peu partout dans le bâtiment. Et toute cette data est récoltée, compatible avec le cloud, pour avoir un réglage beaucoup plus fin de tous les systèmes du bâtiment et donc réduire encore plus la consommation du bâtiment. Alors ce projet a été fait en BIM, du début vraiment jusqu'à la livraison, voire l'exploitation du bâtiment. Donc ça a été une très belle collaboration entre tous les acteurs. Donc on a vraiment poussé tous les objets BIM et ça nous a valu le grand prix du projet BIM de l'année 2024. Voilà. Donc l'ensemble de l'équipe du projet qui a donc participé avec succès à cette opération. Et enfin, voilà, c'était il y a quasiment pile un an, le bâtiment a été inauguré par Sundar Pichai, le PDG de Google Monde. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, on a un tout petit peu débordé. Je vais vraiment prendre une question extrêmement rapide, éventuellement une petite question. Vous avez été... Allez-y, levez-vous. Comme ça, mes collègues vont pouvoir vous apporter un micro. Une toute petite question rapide et une réponse rapide, s'il vous plaît. Une question très rapide sur une question récurrente. Vous avez dit que sur les façades conservées en termes d'archi, vous aviez gardé les châssis chaînes d'origine, oui, et que vous les aviez transformés en menuiserie à jour. Comment vous avez fait pour l'étanchéité à l'air? Merci. Alors, en fait, on a déposé les châssis pour les emmener en atelier et les réparer, parce il y en avait quelques-unes qui étaient abîmées. On a remplacé le vitrage. Et ensuite, pour les châssis, pour l'étanchéité à l'air, c'est des adhésifs. Enfin, c'est vraiment des bandes adhésives qu'on met. On fait du calfeutrement pour minimiser l'étanchéité. Mais la façade Amsterdam, c'est sûr que c'était la plus difficile en termes d'étanchéité à l'air. Ouais.
c'est sûr. Merci beaucoup.